Passé. Le 25 août 2012, une sonde d'origine humaine rejoint le milieu interstellaire pour la toute première fois de l'histoire. Sa surface en aluminium porte la mémoire des nuages de poussière. Ses propulseurs sont épuisés, les électroniques irradiées. Toutefois, Planetas a rempli sa mission. Quelque chose a forcé le coffre qu'elle transportait. Son contenu est resté dans le noir 50 ans, subissant fracas et tremblements, le toucher glacial de l'univers. Pendant 50 ans, le noir n'a cessé de bruire. Mais en ce beau jour de printemps, contre la surface dorée de l'objet contenu, la lumière des étoiles se reflète. Le silence. C'est un disque brillant qui surgit du corps de Planetas. Le disque louvoie en apesanteur. Son mouvement rend difficile la distinction des gravures qui ornent son contour. On devine seulement la forme d'un œil. Planetas n'était pas n'importe quel appareil spatial. C'était la planète bleue dans le corps d'un vaisseau. Le spectromètre embarqué à bord de Planetas détecte la présence anormale de particules subatomiques. Hélas, l'observatoire en charge de son suivi a été abandonné. L'infrastructure, érigée sur le sommet d'une montagne terrestre, est sujette au vandalisme des randonneurs. Je n'aurais pas aimé que mon père voie ça. Les fenêtres brisées, les portes enfoncées, les tags obscènes. Cet œil énorme qui recouvrait la coupole. L'histoire de cet observatoire est intimement liée à l'enfance de Zineb. Le 5 septembre 1977, à 5 heures du matin, une famille brave les ajoncs d'une montagne pour assister au lancement de Planetas. L'air est sec, les pierres roulent sous les pas. Les lampes torches oscillent de gauche à droite. Le bois mort craque sous les roues du fauteuil de Kouchim, le frère de Zineb. Puis le père, à bout de souffle, plante un trépied sur la crête. Par-dessus, la famille aperçoit le cosmodrome s'activer. Des petits points brillants s'agitent dans la base immense. Il n'y a plus qu'à attendre. L'appareil photo est calibré, la mise au point est ajustée. Le lancement est prévu juste avant le lever du jour, et déjà, le soleil annonce son arrivée. Il y a d'abord un flash, un nuage de fumée en train d'éclore, une sonde poussée vers le ciel, la terre qui se met à gronder, les chapeaux s'envolent, les cheveux virevoltent, les joues prennent des couleurs, et l'horizon, coupé en deux par le passage de l'objet céleste, semble trembler lui aussi. Mon père y est. Mon frère, plus immobile que jamais, s'était enfoncé dans son fauteuil. Je ne voyais pas ma mère, elle me tenait dans ses bras. Nous partagions une couverture. J'entendais mon père répéter « Vous avez vu ça ?» Nous avions traversé un océan pour voir ça. Sur le chemin du retour, la famille passe devant l'observatoire. Il vient d'être inauguré et accompagnera le voyage de Planetas. Sa parabole est immense. Mon père me tenait par la main et avait attendu que ma mère et mon frère rejoignent la voiture. Puis son regard s'était posé sur moi. Il me confia qu'il espérait qu'un jour je serais la première Française à voyager dans l'espace. De retour à la maison, Zineb observe les étoiles dans sa chambre. Depuis son anniversaire, chaque soir, elle allume le planétarium qu'on lui a offert. Une constellation défile sur le plafond. Je ne suis aujourd'hui plus très sûre d'avoir existé. Au fond de ma capsule, je contemple l'univers en me demandant ce que je serais devenue si mon père m'avait laissé tranquille. Une constellation défile sur le plafond, la même depuis tant d'années. Zineb marche dans la ville, elle passe devant un mur. Chacun de ses pas la vieillit et son regard devient lourd. Sur son passage, le mur s'abîme, les graffitis se superposent. Présent. L'ennui est un état qu'il faut apprendre à embrasser. Telle est la devise de Kouchim, depuis que l'intelligence artificielle a volé son travail, mais pas son emploi. Kouchim roule chaque matin jusqu'aux locaux de l'université pour rejoindre son bureau. Il doit badger à l'entrée, attendre, badger à la sortie. Entre-temps, il ne fait rien, mais il ne voudrait pas donner de prétexte à son employeur. Alors Kouchim roule chaque matin jusqu'à l'université. Les données qu'il analysait autrefois sont désormais traitées par Ron, l'intelligence artificielle financée par la région. Un programme automatique défile sur le terminal. Kouchim en profite, entre deux croquis sur son carnet, pour écrire au sujet de Zineb. Parce que s'il y a bien une chose qu'il regrettera lorsqu'il partira à la retraite, c'est bien la visite de cette femme de ménage imaginaire. Sur qui d'autre aurait-il pu écrire ? Zineb est la seule personne à pénétrer quotidiennement son bâtiment. Elle ramène du pain d'épices, Kouchim prépare le thé, et sans qu'il n'ait à dire un mot,
la pensée de Zineb se met à nu. Lors de leur première rencontre, Kouchim l'avait surprise en train de discuter avec Ron dans le couloir. Elle prenait un malin plaisir à débattre sur des sujets sans réponse. L'intelligence artificielle n'avait pas la puissance qu'elle a aujourd'hui et se laissait berner par des concepts impossibles. Kouchim était intervenu dans la joute intellectuelle et ensemble, les deux humains avaient convaincu le robot qu'il était en train de rêver. S'il rêvait de nous, nous serions des ingrats à le tourmenter ainsi. Kouchim ne pouvait pas mieux tomber. Zineb est un excellent remède contre la démence. Elle amuse le vieux chercheur avec ses traits d'esprit et la paix prend la place de l'ennui. Ensemble, ils échangent sur l'univers. Un après-midi de février, les deux amis jouent aux échecs près du radiateur. Il est l'heure. Kouchim se racle la gorge, ôte ses mains de la table, puis fixe Zineb. C'est aujourd'hui mon dernier jour. Il n'avait pas eu le courage de la prévenir plus tôt. Le vieux chercheur craignait que Zineb se fiche de son départ. C'est vrai, après tout, il ignorait bien ce qu'elle faisait quand elle n'était pas avec lui. Avait-elle d'autres amis ? D'ailleurs, il se pouvait bien qu'il soit le pire de tous. Non. Il comprend qu'il est le seul à entretenir cette relation avec elle. Il peut le lire dans son regard. Alors il bombe le torse, roule vers son bureau, s'empare d'un dossier et vient le poser sur l'échiquier. C'est tout ce que j'ai pu réunir au sujet de Planetas. Un tampon confidentiel est plaqué sur la couverture. Kouchim devait bien ça à la femme qui lui a tenu compagnie pendant toutes ces années. Le vieux chercheur enfile son manteau, enroule son écharpe, hésite à tendre une main vers Zineb, mais son fauteuil roule déjà dans le couloir. Kouchim avait pris l'habitude d'imaginer ce que serait devenue sa sœur si elle n'était pas partie. Il faisait de son souvenir une compagnie. Désormais, il se sentait prêt à accepter sa disparition. Zineb, je pense que ces documents assouviront ta curiosité comme ils ont réveillé la mienne. Planetas demeure le projet le plus mystérieux qu'il m'ait été amené d'étudier. Une soucoupe volante rose, avec un homme visible par le hublot, trace un sillon vert dans le cosmos. Au-dessus de ce dessin de couverture, il est écrit « La propulsion par faisceau de particules ». La première page du fanzine montre un homme naviguant entre des planètes sur une planche à voile. Le même homme qui apparaissait dans le hublot de la soucoupe volante de la couverture. Le vent solaire le propulse et un grand sourire traverse son visage. Sur un ton humoristique, chacune des pages aborde des technologies aérospatiales. Une des pages, en particulier, retient l'attention de Zineb. L'auteur y explique un prodigieux principe de propulsion. Il avance que l'utilisation des particules subatomiques issues du milieu interstellaire serait la seule méthode efficace pour se déplacer avec un vaisseau de grande taille, avec un vaisseau-monde, à une vitesse proche de la lumière. Je n'avais rien d'un inventeur. De toute ma carrière, il n'en ressort aucune publication sérieuse. J'étais simplement un très bon rêveur. Et quelque part, je peux affirmer qu'aucune intelligence artificielle n'abordera la science avec passion comme je le faisais. Des rayons cosmiques ultra-énergétiques. Rien de plus. Il suffisait que n'importe quel relais terrestre capte leur signal pour se convaincre de l'existence d'un troisième type d'intelligence. Zineb referme le dossier. Ron vient de s'éteindre et la nuit commence à tomber. En passant devant le bureau débarrassé de Kouchim, elle ne peut s'empêcher de penser à lui. Elle n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. C'est comme ça, Souffle-t-elle, tandis qu'une autre vie défile devant ses yeux. Enfant, Zineb était parvenue à fabriquer une petite fusée à moteur, et contre les indications de ses parents, elle avait organisé une mise à feu dans un parc. La petite fusée rose avait craché de drôles de flammes. En rentrant chez elle, Zineb prend le temps d'admirer les graffitis sur le mur abîmé de sa rue. Le lampadaire grésille au-dessus du tableau. Une baleine de l'espace se nourrit de poussière d'étoiles. Les documents qui suivent sont troublants. L'Observatoire n'a jamais cessé d'émettre et de recevoir, même après le retrait des financeurs publics. C'est ce qui surprend Zineb. Elle vient de s'asseoir sur son canapé après s'être assurée qu'aucun de ses appareils connectés n'était tourné vers elle, et découvre avec stupeur que le voyage de la sonde n'a jamais cessé d'être documenté. Les données indiquent que l'appareil est complètement immobile depuis 10 ans. Il s'est arrêté net en 2026, le 13 février. La date de cette immobilisation soudaine correspond à celle d'un des graphiques du dossier. Ce sont des données spectrométriques. Elles montrent deux courbes sinusoïdales à la géométrie parfaite, un motif en amande. Cette émission est la signature d'un faisceau de particules, la signature d'un vaisseau-monde. Zineb est parcouru par un frisson. Son micro-ondes vient de sonner, mais il n'est plus question de manger. Tu trouveras le numéro de l'Observatoire à la fin du dossier. Quelques minutes passent.
Zineb cherche à se détendre. Le numéro est composé, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton du téléphone. Allô ? Une respiration, Bonjour, je voulais savoir si... une quinte de tout. C'est au sujet de Planetas. Un silence, puis un crépitement, comme une transmission lointaine. L'interlocuteur répond. Zineb ? Zineb n'a pas le courage de continuer l'échange. Son téléphone lui glisse des mains et son corps tout entier s'effondre sur le parquet. Futur. Il est temps pour moi de te révéler comment tu as disparu. Le jour se lève. Une femme passe le portique de sécurité d'une gare routière. Après s'être assurée de l'itinéraire, elle monte dans un bus. Une caméra la suit tandis que l'alarme de son téléphone se déclenche. Elle doit s'arrêter, dégager son visage et fixer l'objectif. Lorsqu'elle sortira du bus, son compte bancaire sera prélevé automatiquement. Zineb s'assoit sur un siège côté fenêtre. Dehors, un jeune homme se fait arrêter par la police. Il a de la peinture sur le visage, ce qui empêche la vidéosurveillance de l'identifier. Sur ses lèvres éraflées, on peut lire quelque chose comme « Je souhaite simplement prendre le bus ». Une voix de synthèse avertit les passagers du départ imminent. Zineb se cramponne aux accoudoirs. Elle n'est jamais montée dans un véhicule autonome. À la place du siège conducteur, un agent de sécurité se tient debout, les yeux rivés sur les banquettes. Malgré la climatisation, Zineb a les mains moites. Le paysage défile par la fenêtre, elle le compare à ses souvenirs d'enfance. La plaine, puis les montagnes qui se dessinent, grandissent, engloutissent. Le sol nu et sec se faisant chatouiller par le vent. Il lui semble qu'il y avait un peu plus de verre autrefois, que l'air paraissait moins épais. Le bus freine. Zineb attrape son sac à dos, saute les marches. Son regard balaye la chaîne de montagnes. Elle aperçoit l'observatoire, perché tout en haut d'un pic. Le chemin qu'elle emprunte n'a pas été pratiqué depuis longtemps, et dans sa poche, son téléphone s'agite. C'est son employeur qui s'inquiète. Zineb hésite. Elle songe à l'utilité de l'appareil. Elle aurait aimé pouvoir l'éteindre, mais cette fonction n'existe plus. Alors, agacée, son bras s'élance. Un clocher lointain sonne midi. Les jambes se font lourdes, mais c'est le dos qui craint le plus. L'après-midi se passe ainsi, sous le soleil et dans la sueur. L'attraction terrestre est écrasante, puis la nuit tombe, doucement. La température redescend. Le souffle court, Zineb prend un dernier virage. L'observatoire apparaît. Dans la pénombre, il retrouve ses allures de jeunesse. Zineb se rappelle les mots de son père la veille de son départ. Il lui avait demandé de revenir de temps en temps. Il y a une odeur de rouille, des bruissements, une lueur qui se balade. La porte n'a plus de verrou, les couloirs sont éclairés par la lune. Un léger bourdonnement émane de la salle principale. Sous le grand dôme, des plantes apprennent à se servir du télescope. Sur le plafond de la coupole, une constellation se met à tourner. Un ordinateur lit un disque. Une transmission vidéo défile sur l'écran. Zineb se reconnaît. C'est elle qui parle. Une main se pose contre la sienne. Elle sent la pression d'une tête contre sa taille. Le toucher est glacial. Et le noir recommence à bruire. Kushim, j'espère que tu recevras ce message. Ma capsule vient de s'immobiliser. Je vais bien, mais j'ai peur. Il y a dehors un vaisseau de la taille d'une planète.